Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de votre émission Dimanche Politique. Nous sommes le dimanche 25 juillet 2021 et vous y êtes pour suivre la lecture de l'actualité sociopolitique et économique au Bénin en une semaine. Au menu de votre émission ce 25 juillet, nous aurons à aborder la problématique de la cherté de la vie, la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Togo à Ila-Kondji, de gros dossiers en instance devant la criette des dossiers de lutte contre la corruption et autres, bien évidemment, l'approbation des statuts de l'Institut national de la femme et le point de la gestion de la Covid-19 en République du Bénin. Et ce n'est pas tout. Avant de conclure, nous aurons abordé les préparatifs de la célébration de l'anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Voilà pour le menu, voilà pour l'ossature de votre émission Dimanche Politique. Et pour nous lire ces différents sujets ce dimanche, nous recevons pour vous M. Rodrigue Adokou. Il est chef d'entreprise et observateur de la vie politique. M. Adokou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de la disponibilité. Tout le plaisir pour moi aussi. Alors, le principe premier exige de nous de mieux vous connaître, au-delà de Rodrigue Adokou, qu'on suit sur les antennes d'ici et d'ailleurs. Mais qui est-il? Comment en est-il arrivé là? Comment est-il devenu chef d'entreprise? Et pourquoi s'intéresse-t-il à la politique? Pourquoi aime-t-il lire et apprécier et analyser les faits sociopolitiques? Bonjour encore une fois. Merci pour cette invitation. Bonjour à tous les téléspectateurs de Eden TV. Je suis Rodrigue Adokou, comme vous l'avez si bien dit, chef d'entreprise. Comment j'en suis arrivé là? J'ai fait des études, comme tout le monde, une licence en droit, un master en marketing, communication et négociation commerciale. Je suis passé par la presse, comme vous. Ah oui. Collègue, j'ai fait Arzeke FM à Parakou, Fraternité FM. J'ai été promoteur d'un journal. Après ça, j'ai traîné un peu ma bosse à Move. Je suis parti de Move depuis décembre 2011. Je suis devenu chef d'entreprise, ce à quoi j'aspirais déjà. C'était un plan bien tracé, je savais où j'allais dans ma tête et tout. Et donc depuis 2011, je participe, je suis là dans le fleuron des petits entrepreneurs du Bénin. Je fais mon petit bonhomme de chemin, je fais la route, je fais ma route. J'ai été, et je suis encore d'ailleurs en exercice, le président du mouvement national des PME et PMI. Nous avons beaucoup travaillé avec le FNPEJ dans ce cadre-là, par rapport aux nouvelles réformes qui ont créé, qui ont changé le FNPEJ pour ce qu'il est en ce moment. L'ADEJ. L'ADEJ, exactement. Donc voilà un peu qui est Rodrigue. Monsieur Rodrigue Adokou, vous l'avez dit, vous vous êtes intéressé par le passé aux plumes, aux caméras et autres. Vous avez partagé cette passion de la presse avec nous. Mais pourquoi vous êtes-vous écarté je ne sais pas, des rédactions? Je ne m'en suis pas écarté, je ne m'en suis pas vraiment écarté. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été même promoteur, en partie avec des amis, d'organes de presse. C'est un peu comme pour moi une passion. Vous aurez pu rester promoteur ou... J'y suis toujours. La preuve, c'est que je suis sur votre plateau. et je serai toujours. Je serai toujours dans ce monde-là. Je crois que c'est... Vous avez quitté l'opérationnel? Oui, j'ai quitté l'opérationnel. Est-ce parce que c'est un boulot trop dur ou est-ce parce que vous ne vous y retrouvez pas? Est-ce parce que vous n'arrivez plus à joindre les deux bouts avec... Vous voulez que je vous dise vraiment la vérité? Ben dites-nous tout. Sous nos cieux, c'est un métier ingrat. Ah oui. Oui. Monsieur Adokou, merci de nous avoir permis de mieux vous connaître. On va aborder maintenant la toute première thématique ou le tout premier sujet, si vous le voulez, la cherté de la vie. Ce n'est plus un sujet nouveau. Il se dit un peu partout que la vie devient davantage chère. Mais tout le monde le constate, il le vit de la même manière. C'est cette cherté de la vie, où c'est juste le bas peuple, nous autres, comme on le dit, qui vivons cette cherté de la vie. Comment l'appréciez-vous? C'est vrai que le gouvernement a eu à prendre des dispositions plus ou moins idoines, mais sont-elles, ces réformes enclenchées par le gouvernement pour contenir la cherté de la vie, ont-elles été concluantes? Vous nous ferez votre lecture. Moi, je crois très sincèrement que cette question de la cherté de la vie n'est pas qu'une question béninoise. Pour qui suit l'actualité de près, c'est d'abord une question mondiale. Et
tous les analystes et tous les économistes le prévoyaient déjà et la chose se projetait. Et c'est cela en raison de la crise sanitaire que le monde entier a connue et qui a été un vrai cataclysme, un vrai défi, c'est pour les économies du monde, qui a modifié le coût de la vie. Le coût de la vie sur le plan mondial. Ah oui. Et quand on quitte là et qu'on en vient à notre sous-région, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, le Bénin est dans un environnement sous-régional. Et quand nous parlons de la cherté de la vie, nous ne pouvons pas extirper le Bénin de cet environnement-là. Il faut aller voir d'abord ce qui se passe dans la sous-région ouest africaine. Et nous constatons que c'est dans tous les pays. Il y a des remous, il y a des mouvements. En Côte d'Ivoire, dernièrement, il y a eu des marches au Sénégal contre la cherté de la vie. Même au Bénin, à Parakou récemment, il y a une marche qui a été projetée et tout ça. C'est une réalité que vit le citoyen lambda au quotidien. Et cela n'épargne personne. C'est quand il y a cherté de la vie. Et quand on a atteint cette échelle-là de la cherté, c'est aussi bien les gouvernants que le bas peuple. Donc vous voulez dire que ce n'est pas cela ne retourne pas de la gestion de la rupture. Cela ne retourne pas de la gestion au c'est un mal commun du pays, c'est un mal du moment. C'est un mal du moment. C'est un mal du moment. Mais nous devons exiger, nous sommes en droit d'exiger de nos dirigeants de faire des efforts pour nous alléger la tâche. Nous comprenons certes que c'est le mal du moment et que ce n'est pas qu'au Bénin qui a cherté de la vie, mais il est du ressort des personnes que nous avons choisies, à qui nous avons confié la destinée de notre pays, de faire des efforts pour nous aider à juguler au mieux la crise. Parce que là, ça va de mal en pire. Pourquoi pas anticiper? Pourquoi pas anticiper? Anticiper est difficile, c'est au regard de la crise sanitaire. Anticiper est difficile, sinon impossible, parce qu'on y est déjà. Et puis, il y a aussi les aléas, la pluviométrie qui s'est fait rare, le déclin des productions vivrières et tout ça. Et ajouter à tout cela, il faut dire qu'il y a certains commerçants qui, au lieu de vendre à l'intérieur leurs produits, préfèrent peut-être sortir, les exporter parce qu'ils y gagnent beaucoup plus. Donc, il revient à l'État de voir comment organiser tout ça et pour garder en fait ces producteurs-là à l'intérieur afin qu'ils y vendent leur production. Et je voudrais nous rappeler, il n'y a pas si longtemps que ça, l'existence de l'ONASA qui... par moment, rachetait à très bon prix. Sous l'ancien régime. Sous l'ancien régime, rachetait à bon prix les produits vivriers, les productions à ces paysans-là pour leur permettre de gagner un peu plus et pour aider le citoyen béninois à pallier un peu plus, à ressentir beaucoup moins ce choc-là qu'induit la cherté de la vie. Donc c'est compliqué pour nous en ce moment, tout est cher, le panier de la ménagère est maigre, il y a beaucoup de réformes qui s'opèrent aujourd'hui au pays et qui... franchement, ne permettent forcément plus de vivre très aisément. Nous n'avons rien compris. Voulez-vous dire que la suppression de l'ONASA est une erreur du gouvernement? Je ne vais pas l'affirmer tout de go, mais je pense qu'on aurait pu mieux faire. À défaut de la supprimer, la restructurer. La restructurer, voilà. La réorienter. Et la réorienter afin que l'ONASA joue beaucoup plus un rôle bien mieux, bien meilleur. Parce que l'ONASA, qu'on le veuille ou non, l'ONASA sauve le bas peuple. Exactement. Ou a sauvé le bas peuple. L'exemple de l'ONASA existe au Togo. Nous avons vu, l'État togolais rachète pratiquement toute la production céréalière de ses paysans, le redistribue moins cher. Ça fait partie du social. Et le chef de l'État nous a promis quand même un second mandat éminemment social. Hautement social. Hautement social. On attend. Donc, nous attendons de voir. Et nous espérons qu'il entend le cri de cœur de ses concitoyens et qu'il réagira. Il a bon cœur, nous le savons. C'est vrai qu'un haut perché, on a du mal à vivre le bruit de fond du bas peuple. Mais maintenant, reste à voir comment cela va se... Je ne pense pas qu'au perché, on a du mal à voir ou à entendre le cri du bas peuple. Parce que il a de la famille. Et sa famille, ça ne s'arrête pas à lui et à ses épouses. Il est issu d'une famille. Et le cri des gens depuis le village se fera entendre jusqu'à la maison chez lui. Les sollicitations vont s'accroître. Et à partir de ce moment-là, il comprendra que ça ne va vraiment pas. Comme le dit mon professeur de philosophie en terminale, le rêve du riche est riche, le rêve du pauvre est pauvre. C'est vrai, il a des branches, des ramifications, mais ces ramifications ne seraient pas celles de vous à moi. Oui, d'accord. Mais toujours est-il que si vous êtes un riche au milieu de que de pauvres, je ne pense pas que vous soyez heureux. Parce que vous avez besoin aussi des autres.
Et pour que les autres viennent à votre secours quand vous avez besoin d'eux, il faut qu'ils puissent avoir de la pitance, il faut qu'ils puissent trouver à manger. Ça va de soi. Et comme si tout cela ne suffisait pas, comme si la Covid, la cherté de la vie et les autres ennuis, les autres dossiers sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure ne suffisaient pas, le voisin de l'Ouest arrive encore à nous fermer sa frontière. Et ça, le Togo, depuis une semaine, je crois depuis la semaine dernière, on n'a pas compris ce qui se passe. Si nous retournons à quelques semaines ou à quelques mois, au moment où la crise sanitaire était encore très ardue, le Bénin n'avait pas fermé, on avait opté pour la non-fermeture de nos frontières, parce que vous partagez des frontières avec des voisins qui tous décident de fermer leurs frontières. À quoi bon de dire que vous fermez aussi vos frontières? Mais depuis un moment quand même, la libre circulation des marchandises, des biens et des personnes n'était pas un problème entre Ila-Kondji et le Togo. Mais depuis la semaine dernière, Badaboum, on ne sait pas ce qui s'est passé. Si vous faites un tour, c'est une horde de camions, c'est des milliers et des milliers ça s'étend sur des kilomètres de camions. La frontière est fermée, nous ne savons pas pourquoi. Et nous avons des proches qui ont tenté de traverser. Et pour quelles raisons, nous ne savons pas. Le Togo a fermé hermétiquement ses frontières. Et je peux vous dire, depuis 72 heures, ni les hommes, ni les marchandises ne passent. Nous n'avons eu vent d'aucun communiqué. J'ai interrogé des gens qui m'ont dit avoir approché des autorités. Le Togo veut-il suivre l'exemple nigérien ou comment peut-on comprendre? Non, je ne pense pas. Je crois que ça doit être une crise passagère et les autorités doivent être à pied d'œuvre pour gérer cela très rapidement. Mais on aurait pu informer quand même. Exactement, c'est très important. On aurait pu informer. Soit par voie de presse ou bien par les canaux indiqués voilà, la population. Parce que là, cela va sensiblement impacter les activités économiques des deux côtés. Exactement, exactement. Parce que, imaginez, le corridor Abidjan-Lagos. Ah oui. Tout ce qui quitte la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo ne peuvent plus traverser. Il y a un véritable problème. C'est un véritable problème. Et nous souhaitons que cet incident-là ne perdure pas et que les autorités prennent très vite leurs responsabilités pour que cette situation trouve une solution pour qu'on avance. Parce que les transitaires, les commerçants, tous les passants, les personnes qui ont des affaires au Togo et au-delà et qui empruntent ce corridor-là ont commencé à se plaindre et à crier très fort. Les autorités sont plongées dans un silence, dans un mutisme que personne ne comprend, même quand on les approche. On n'a pas une réponse à cette question-là. Il sera très intéressant qu'ils sortent et qu'ils opinent là-dessus pour que chacun sache exactement pour éclairer les citoyens. Ce qu'il en est, c'est très important. Est-ce l'issue d'une crise? Est-ce une crise, une nouvelle crise entre les deux pays? Est-ce que cela retourne? Je ne sais pas. D'un conflit diplomatique. Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui explique cette fermeture? Pour qu'on en arrive là sans aucune information, il a dû avoir quelque chose. Il a dû avoir forcément quelque chose. Parce que sans aucune raison, le Togo ne peut pas se lever alors que les marchandises, et les biens et les personnes circulant entre les deux pays se lever, bloquer toute grosse frontière. Je sais que ça reste ouvert du côté du Bénin, mais qu'est-ce qui se passe pour que le Togo en arrive à fermer hermétiquement? Est-ce que c'est dû à la recrudescence à nouveau de la crise du Covid? On ne sait pas. Il faut forcément que nos autorités aillent à la Si tel est le cas, on peut quand même, il y a quand même des solutions, de griffes. Si tel est le cas, on exige la vaccination, peut-être à tous ces usagers, aux gros porteurs, aux conducteurs et autres. Ben exactement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, même quand vous avez laissé passer, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, il doit y avoir forcément un problème. Et je pense que c'est seulement nos autorités qui peuvent nous dire exactement ce qui se passe de ce côté-là. On attend les prochaines heures, la précision du gouvernement béninois ou pourquoi pas du gouvernement togolais aussi. On attend que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Guédonchi, éclaire davantage les citoyens. On va parler maintenant droit. Si vous le permettez, M. Rodrigue Adocou, on va parler justice. Vous savez, depuis quelques semaines, si vous êtes citoyen ou si vous êtes agent de la Criette, l'agenda est suffisamment meublé. De l'autre côté, des dossiers, je dirais une série de dossiers de lutte contre la corruption, le dossier Anat, le dossier Séraphin Yeto, le dossier, sans oublier les autres anciens gros dossiers, Joël Aïvor, Rekiad Madougou et la nébuleuse de l'affaire Domanial qui a secoué les têtes jadis intouchables. Alors, une série de dossiers devant la Criette, qu'en dites-vous?
c'est vrai qu'on dit qu'il ne faut pas se réjouir du malheur des autres. Ce que je vais dire, je ne le dis pas parce que je me réjouis de ce qui arrive à des concitoyens, à des parents, à des amis peut-être béninois. Mais je peux vous dire que depuis le 2016, s'il y a une chose dont je suis le plus content, s'il y a une chose pour laquelle je félicite et j'admire le président Talon, c'est sa volonté farouche et implacable de lutter contre la corruption. Et ça se fait très très bien avec maestria. Vous êtes béninois, vous observez un peu et vous allez constater que depuis un moment, il n'y a plus d'intouchable dans la République. Vous avez beau être un proche, vous avez beau être... C'est désormais dans notre dos, c'est du passé. C'est désormais du passé. C'est désormais du passé. Et je crois que cette rigueur-là qu'il imprime, je crois que cette façon de faire les choses-là est en train carrément d'inventer un autre type de béninois. Est en train de corriger, de nous obliger à corriger nos tares du passé. Nos habitudes qu'on a traînées tout le temps, ces manières de faire là qu'on a pris pour la norme, mais qui en réalité étaient de la dénorme. Aujourd'hui, les gens marchent au pas. Vous n'allez plus dans une administration pour voir les dames décortiquer de l'arachide à longueur de journée. Et vous narguez, vous ignorez comme par le passé. Vous ne voyez pas que nous sommes en train de parler. Ça n'existe plus. Le citoyen béninois aujourd'hui sait respecter le bien public. Parce qu'ils savent maintenant que vous avez de quoi vous plaindre. Ils savent qu'aujourd'hui... Il y a des mécanismes en place. Exactement. Et on vous observe. Vous faites à la moindre incarnation. Vous répondez. Chacun est responsable de ses actes aujourd'hui. Et pour en revenir à ces dossiers, notamment les plus anciens, je dirais le dossier Madougou, le dossier Joël Aïvo. Je crois qu'il n'y a pas de peur à avoir en la matière. Moi, je pense qu'il faut que chacun soit serein et qu'on fasse confiance à la justice et qu'on se dise que, bon, il faut laisser la criette travailler, aller au bout des dossiers et on verra ce qu'il en est. Madougou devait être entendu, je crois, une deuxième fois. Le procès aurait été reporté suite à ce que le ministère public a apporté de nouveaux éléments au dossier et les avocats n'ayant pas connaissance du dossier ont demandé un report, ce qui est normal. Mais une deuxième fois encore, ça ne devient-il pas difficile à comprendre? Pas très difficile à comprendre. Pas très difficile à comprendre. Parce que nous savons un peu comment fonctionne l'appareil judiciaire au Bénin. Il est lourd. Il prend du temps. Même parfois, pour des histoires de flagrant délit, vous restez longtemps avant qu'on ne vous écoute, avant qu'on vous présente à un juge. Quand on vous présente à un juge, ça va de report en report. Nous sommes habitués à ça. Seulement, c'est comme dit Maître Baparapé, ils ne sont pas n'importe quel type de détenu. On peut, avec célérité, faire les choses, mais si on en arrive à nous dire que ce sont les avocats eux-mêmes qui ont demandé le report pour prendre connaissance des nouvelles pièces ajoutées au dossier, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et parlant des autres cas... Le public attend quand même oui. de mieux voir, de mieux comprendre, de mieux appréhender. Exactement, ça va se faire. Il faut prendre patience, parce que à travers des dossiers... Parce qu'il y a une série de questions quand même qui s'imposent à nous. Forcément. Madougou en est-elle pour quelque chose? Madougou a-t-elle été piégé? Madougou, est-ce que ce n'est pas un dossier politique? N'y a-t-il pas des têtes qui ont collaboré aussi avec dans ce dossier? Vous savez, c'est une série de questions qu'on se pose. Oui, vous voyez, en ce moment-là, et pour un dossier du genre, il est très difficile d'opiner très librement là-dessus. Vous allez comprendre que j'ai pratiquement... Je n'arrive pas à libérer les mots comme je veux. Il faut bien réfléchir. Oui. Il faut bien... Nous n'allons pas nous aventurer sur le terrain de la classification ou de la qualification de la nature du dossier. Nous allons faire confiance à la justice et laisser la justice faire son travail et aller au bout. Et au bout, la vérité se saura, forcément. Les langues vont se délier, forcément. Je dirais... Doit-on s'attendre à l'audition prochainement ou encore à un report? On laisse la question en suspens. Seuls les juges à la criette peuvent le dire. Maintenant, pour ce qui est des dossiers Yeto, des dossiers affaires domaniales... Et Joël Aïvo aussi. Récemment, le procureur a dit qu'il n'était pas à demander au juge de se déclarer incompétent et que le dossier soit envoyé à la chambre d'instruction
Et ça frustrait un peu le collège d'avocats de la défense et tout ça. Mais bon, c'est de bonne guerre. Ça va se faire. N'est-ce pas N'est-ce pas de la stratégie juridique pour retarder ou je sais pas. Mais forcément, dans un cas comme dans pour faire durer le film. Qui sait? Mais ne prêtons pas on reste méfiant, comme vous l'avez dit, exactement. Face à ce dossier. Mais il y a quand même à dire, face à d'autres, le dossier de l'ANAT. Oui, il y a quand même à dire, par rapport au dossier ANAT et tout ça. Et notamment sur le dossier ANAT, moi, je pense que les dirigeants ou l'État n'a pas encore creusé comme il faut. J'espère que le dossier à la criette va être creusé parce que, figurez-vous, je ne peux pas comprendre. Franchement, je ne peux pas comprendre. Pour immatriculer une voiture, nous savons qu'il faut d'abord la dédouaner. Parce que dans les pièces que vous présentez à l'ANAT pour immatriculer une voiture, il y a la quittance douanière. Je ne peux pas comprendre qu'une voiture sorte du port. Alors que pour qu'une voiture sorte du port et qu'elle aille se faire immatriculer, il faut qu'elle fasse préalablement l'objet d'un dédouanement. Une voiture qui sort du port et qui est en consommation au Bénin sans avoir fait objet d'un dédouanement va directement sur les packs. C'est la douane qui organise l'escorte des véhicules en direction des packs. Mais comment ça se fait que des véhicules quittent le pack, quittent le port sans payer la douane et se font immatriculer? Il y a un problème. Et autrement dit, il y a des non-dits. Autrement dit, il y a des non-dits. Il y a des non-dits. Il y a encore des ramifications intouchables. Il y a beaucoup de ramifications. Moi, je pense qu'il y a forcément, les responsabilités ne sont pas qu'à situer à l'ANAT. Il faut qu'on creuse. Et sur la liste, l'autre bêtise. Non, la responsabilité s'étend aussi au ministère. Oui, forcément. Au ministère du Transport, au ministère de l'Économie et des Finances. Au parc de vente de véhicules et autres. Parce que, qu'est-ce que ça coûte pour ces deux structures à charge de gérer l'immatriculation des véhicules, d'avoir une plateforme commune? Et cette plateforme, elle a existé à un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, on arrête d'utiliser cette plateforme-là? Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations. Maintenant, comment arriver à appréhender? Mais figurez-vous, des véhicules qui ont été achetés maison. Des véhicules qui ont été achetés maison, pas sur le pack. Donc, ayant fait déjà objet de douane, mais revendu à une autre personne qui figure sur la liste des véhicules immatriculés sans paiement de douane. Ça s'explique comment? On a fait le débat, on n'a pas trouvé de réponse à ces questions-là. On a interrogé des amis douaniers qui n'ont pas pu nous dire véritablement. Si on comprend bien, il y a mal donne. Il y a mal donne. Il y a vraiment mal donne. L'autre chose, quand vous achetez un véhicule, vous le dédouanez, vous l'immatriculez, vous le revendez après. Si moi je décide de réimmatriculer le véhicule, un bien, il n'est dédouané qu'une seule fois. Si je réimmatricule le véhicule, vous n'aurez plus à dédouaner à nouveau. Je n'aurai plus à dédouaner à nouveau. Mais mon nom est dans la base de l'ANAT. Sans douane. Sans douane. Donc on fait mal la recherche, on ne va pas à la source. Moi je pense, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a eu une vraie cacophonie dans ce sens-là. Je pense que la justice va creuser, situer les responsabilités. Il n'y a pas que les responsables de l'ANAT, il n'y a pas qu'au niveau de l'ANAT qui est mal donne. Ça là moi je le dis. Si on fouille bien, on trouvera bien d'autres choses. Comme on l'a dit, les responsabilités vont s'étendre aussi au ministère. Exactement. C'est vrai que c'est une instance autonome, certes, mais à la douane, au ministère, à la douane au port et tout ça. Donc on attend, c'est un dossier qui peut, qui a beaucoup de ramifications. N'est-ce pas? On attend, comme on le dit, c'est devant la justice, on ne pourra pas en dire mieux. J'espère que les investigations vont se faire et ils vont creuser davantage et les responsabilités seront situées parce que faire porter le chapeau au seul responsable de l'ANAT, c'est trop facile. Ça, c'est mon avis, je pense et je le dis. Et l'autre fait insolite, restons toujours à la criette, l'autre fait insolite est que depuis peu, je ne sais pas si c'est la teneur des dossiers, la taille des dossiers, je ne sais pas, ce qui secoue quelque peu certains présumés qui ne tiennent plus. On a vu le ministre qui a... je cherche les mots à la taille d'un ministre. C'est mieux, a fait une crise, c'est mieux que les autres concepts dont on a fait usage dans la presse et autres. C'est la Feuilleton qui est tombé dans les escaliers. C'est la Feuilleton qui est tombée dans les escaliers.
Sont-ils des faits anodins ou insolites presque insolite, on pourrait le dire comme ça. Ce n'est pas pour nous moquer de... ou des montages, quand même, pour les déculper quelque peu. Non, je ne pense pas que ce soit des montages. Pour les disculper quelque peu, je peux dire. Non, ce n'est pas du tout des montages. Il faut dire que... Parce qu'il est dit que parce qu'il est dit que dans les stratégies de défense, que tout est quand même utile. Je ne pense pas que ce soit des faits simulés dans le but d'imposer ou de demander de la pitié, de se faire prendre en pitié. Je ne pense pas. Vous pensez que quelqu'un de l'âge de M. Séraphin Yéto va se laisser tomber dans les escaliers au point de se tordre la cheville ou de se casser un pied juste pour se faire prendre en pitié par les juges? Je ne pense pas. Moi, je me dis... Et l'autre qui s'est évanoui, c'est vrai. C'est la pression. C'est la pression. Regardez l'âge de ce monsieur et qu'il en arrive à se retrouver dans un dossier du genre. Le ministre de la République, quand même, il y a quelques mois encore. Dont il s'attendait très peu. Oui, forcément, il s'attendait très peu. Entre-temps, c'était les intouchables de la République. Quand vous avez été à ce rang-là, ce n'est pas évident. Il y en a beaucoup d'autres pour qui on a connu des affaires et qui sont encore dans ce pays et qui se baladent et qui se bombent le torse. Mais se retrouver là, en ce moment-là, vous n'avez peut-être aucune idée de la pression et de la tension. On peut en mourir, Et comme je me plais à le dire souvent quand vous allez à la criette, c'est 5 ans et les multiples de 5 ans. Quand on y pense. Pas toujours. Quand on y pense. C'est arrivé, c'est vrai que c'est arrivé à d'autres. C'est vrai que cette instance juridique a une réputation. C'est compliqué. Elle frappe du monstre. Et très fort. Elle ne pardonne pas. La criette, quand elle vous chicote, comme on dit. Et cela nous formate un mental comme, je sais pas, quand tu y accèdes, c'est parti pour 20 ans. Mais il y a moins de 20 ans. Il y a des condamnations de moins de 20 ans. Si elle n'avait pas existé, il faut la créer. Ah oui? Ça a discipliné tout le monde. Vous n'entendez plus quand vous vous promenez dans Cotonou les phrases telles que « tu sais qui je suis ». Tu sais qui je suis a disparu depuis 2016. Même au volant, par le passé, on l'entendait. C'est terminé. Dans les feux, oui. On gare, on descend, on claque la portière, on dit « tu sais qui je suis ». Il n'y a plus de qui je suis au Bénin. Non. Nous sommes tous pareils. Citoyens. Citoyens de la République. Les tests sont appliqués, n'est-ce pas? Et c'est cela la République. Exactement, c'est ça la République. C'est tout ce dont nous rêvons. Et c'est même précisé dans la loi fondamentale. Exactement, nous sommes égaux. Il n'y avait pas un test pour le ministre. Entre-temps, il y avait des citoyens à part. Oui. Les tout-puissants de la République. Oui. Et il n'y a pas que les politiques. Par le passé, pour cette petite parenthèse, il y avait aussi ces étrangers d'une certaine trempe financière qui pouvaient narguer tout le monde. Exactement, exactement. Qui faisaient la pluie et le beau temps. Qui se permettaient des bourdes hors normes au prix de la santé financière de leur compte en banque. Exactement, c'est toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça. Mais aujourd'hui, de moins en moins, vous avez ce phénomène-là, il a complètement disparu. Plus personne ne se prend la tête dans le pays. Et puis, aujourd'hui, nous savons qui fait quoi, qui est qui dans le pays. Et de mieux en mieux, l'atmosphère s'éclaircit. Ah oui. Et la République nous oblige à marcher suivant les règles, suivant les tests. Comme on le dit, tout le monde est au pas. Tout le monde est au pas. Ah oui. Et nous allons prier que ça dure. Ce n'est pas fini. On n'a pas encore abordé la nébuleuse des affaires domaniales qui secouent sensiblement ou qui a sensiblement secoué de fortes têtes. Encore qu'il n'y en a plus de fortes maintenant. C'est fini ça, on va finir avec ça. Dans la commune d'Abomey-Calavi, je vais terminer. Oui, vous avez vu un peu ce feuilleton-là. C'est-à-dire, parfois, on en arrive à se demander comment est-ce que des autorités, comment est-ce que des personnes de cette trempe-là peuvent accepter ou peuvent commettre de ces genres d'actes-là, alors que la République vous a fait confiance et on vous a dit venez conduire les affaires du pays. Parfois, je me pose des questions et je me demande est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que j'aurais fait pareil si je passe par là? Bon, aujourd'hui, ils sont appelés à répondre de ce qui leur est reproché. Ils en répondront. Et puis, ça sert de leçon à d'autres. Et ce n'est pas fini. Et ça se suffit qu'il y a bien d'autres affaires domaniales qui arrivent. Ah oui. Ça se suffit qu'il y en a bien d'autres qui arrivent. Les journaux en semaine ont titré. Je ne voudrais pas citer ici ces affaires. Nous allons prendre le temps de voir ce que ça va donner. Dans les jours à venir, ça va se savoir. Donc, il y en a bien d'autres qui arrivent. Et à Calavi, vous savez, Calavi, c'est une nébule. Affaire domaniale à Calavi, je ne sais pas, c'est la commune la plus pourrie que les autorités m'en excusent, mais c'est ce qui se dit, c'est ce qui se remarque. Vous achetez un terrain à Calavi,
ce n'est pas évident. Hein, il faut chercher, il faut trier pour trouver. Donc, je pense que les autorités ont compris, que les nouvelles autorités qui sont là aujourd'hui ont compris et qu'ils feront très attention pour ne pas tomber dans les mêmes travers que les anciens. C'est très important. L'autre volet ou l'autre lecture de ces mêmes sujets, de ce même dossier, c'est que quelle suite pour ce dossier et quel avenir politique pour ces cadres, pour un Georges Bada qui, vous avez connu Georges Bada, ancien élu du peuple, maire, qui, au lendemain de son mandat, de sa gestion à la tête de la commune d'Abomey-Calavi, ben voilà, se retrouve confronté se retrouve à une situation des gens. Désormais plus libre de ses mouvements. Quel avenir pour de tels cadres? Ben c'est très difficile. Même si, entre-temps, vous avez été blanchi ou même si, entre-temps, la justice vous blanchissait, avoir été mêlé, avoir traîné votre nom dans une situation du genre, vous met forcément en mauvaise posture vis-à-vis de vos électeurs, vis-à-vis de vos mandants. Votre notoriété prend forcément un coup. Si vous êtes politique, vous prenez forcément un coup. C'est vrai que sous d'autres cieux et à d'autres époques, à coût de beaucoup d'argent, on pouvait laver ces affronts-là et puis se retrouver encore dans l'arène très rapidement. Mais c'est comme je vous dis. Et la prison, comme vous le dites, sous d'autres cieux, s'est révélée comme, je dirais, la pépinière de résurgence de nouveaux cadres politiques. On a vu Nelson Mandela au sorti de la prison devenu président de la République. On a vu le contraire avec Jacob Zuma. Exactement. Sauf que je pense que ce n'est pas des cas qu'il faut rapprocher de ces cas-là que nous avons ici, parce que... Le rapprochement serait quoi? Est-ce que ces cadres ne pourront-ils pas, je dirais, épuiser les dizaines, les vingtaines d'années Nelson Mandela en prison? Ce ne sont pas les mêmes, parce que c'est une lutte pour le peuple que l'autre opérait. Ici, vous avez fait objet vous avez participé, vous avez fait objet de malversation, d'affaires domaniales, de dossiers pourris et tout ça. Ce n'est pas le même regard que le citoyen a sur vous. Donc voilà. Avant de sortir de ce chapitre justice, Rodrigue Adokou, il y a tout de même les oubliés de la République. Il y a les oubliés des prisons, je veux dire. On a évoqué les cas Madougou, Séraphin Yéto et autres. Mais il y en a qui y sont jetés depuis... plus de 5 ans. Exactement. Mais oubliés. Exactement. Complètement oubliés. Et qui sont les plus nombreux d'ailleurs. Que deviennent ces cas? Et que devient, par exemple, Laurent Mentoyon, le dossier Laurent Mentoyon? Où en est-il? À quand la suite de son dossier? Mais va-t-il y pourrir? Il ne va pas y pourrir. Les gouvernants, je crois, se pensent certainement là-dessus. Ça va finir par connaître son épilogue. Ça prend le temps que ça doit prendre. Il y a particulièrement des dossiers que moi, j'aime plus évoquer, comme le dossier Mentoyon et tout ça. Je voudrais plutôt me pencher sur le cas des plus nombreux. Les laissés pour compte, qui remplissent nos prisons et qui n'ont personne, et qui ne sont personne à voir de près comment les choses se passent et tout ça, qu'on abandonne pour des rien du tout. Pour des rien du tout. Pendant des mois, voire des années, parfois en prison. Il y a de ces cas. Alors qu'ils auraient passé, ils seraient passés devant le juge, qu'ils auraient écopé peut-être de 6 mois. On passe d'abord 5 ans et tout ça. Donc je crois qu'il faut revoir mais qu'est-ce qui explique cette lenteur? Qu'est-ce qui explique ces cas? La réponse que nos gouvernants ont l'habitude de nous servir, c'est que la justice pour le besoin de l'enquête. La justice est submergée, c'est des besoins d'enquête parfois. Trop de dossiers pour très peu de juges, pour très peu de magistrats. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, ils en ont trop, ils n'arrivent pas. Donc voilà un peu ce qu'on nous sait. Mais moi je pense qu'il faut fondamentalement réformer le système judiciaire béninois afin que des innocents n'aillent plus croupir en prison pour des mois ou voire des années, alors qu'ils auraient pu passer devant le juge. C'est comme je vous disais tout à l'heure, pour des histoires de flagrant délit, où il faut être présenté au juge très rapidement. Le code pénal définit les dispositions, c'est-à-dire le temps pendant lequel il faut présenter. Mais il reste au-delà. Et après, même quand vous vous plaignez, et après, on punit ou on sanctionne, le droit est dit, on sanctionne l'autorité qui a été coupable de ce fait-là,
il n'y a aucune sanction. Nous avons vu dans le cas Mentonyon, la Cour constitutionnelle a condamné le juge de ne l'avoir pas, ce n'est que pour 25 jours, de ne l'avoir pas écouté très tôt et tout ça. Mais qu'est-ce que ça a donné? On en est là. Donc je pense qu'il faut véritablement faire quelque chose pour éviter aux plus pauvres, aux démunis, à ceux qui n'ont personne dans la République, comme on dit, de rester longtemps derrière les barreaux pour des faits qu'on peut qualifier de banals et qui ne sont pas suffisamment graves que des gens qui nous volent les milliards tout le temps et tous les jours, dont on se penche sur les dossiers avec beaucoup de célérité. Je crois que les petits larcins, les petits voleurs qui sont en prison aussi ont besoin qu'on se penche sur leur dossier avec célérité pour qu'ils retrouvent leur liberté. Il y a aussi le cas Carlos Adorano avec les nombreux milliards à la direction des impôts. On n'a plus de suite depuis un moment. On n'a plus de suite depuis un moment. C'est vrai que ça devient très corsé du côté de la Criette aussi. Ouais, très difficile. J'imagine le quotidien des juges, j'imagine l'agenda des juges, j'imagine la gestion de ces nombreux dossiers. Je me demande même si Miserété ne va pas finir par craquer. Ah oui. Parce qu'on en a trop. Et tous les jours, la liste s'augmente, elle s'allonge. Et qui sait encore quelle sera la liste les prochaines jours à venir. Les jours à venir. Ben, il y en a tous les jours. Nous n'avons vent que des gros dossiers. Sinon, tous les jours, il y en a. Tous les jours. C'est un apurement qui est en train d'être fait. Donc voilà un peu. Il faut faire attention. Un toilettage de la République. Un vrai toilettage. On va aborder maintenant l'approbation des statuts de l'Institut national de la femme. L'information remonte au dernier Conseil des ministres. Vous l'avez suivi. Les femmes sont suffisamment maintenant rassurées. Elles ont de garanties désormais pour s'exprimer, pour se libérer. Et les dossiers seront maintenant suivis, comme cela se passe. Il y a maintenant un cadre juridique pour permettre aux dames de se libérer de ce poids qui par le passé, sous lequel par le passé elles croupissaient. Moi, je n'ai pas compris qu'il y ait un institut du genre qui soit créé depuis 2009. J'ai vu Mme Vicencia Abokor se battre beaucoup de fois pour faire la promotion de cet institut-là et tout ça. Mais je ne peux pas comprendre que depuis 2009, on ait un institut du genre et que ce n'est qu'en 2021 qu'on passe à l'approbation des statuts de cet institut. Bon, nous saluons quand même, cet engagement et cette envie. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais des autorités actuelles de mieux faire. Et jadis, l'institut, c'était beaucoup plus pour faire la promotion des femmes dans le milieu politique et tout. Oui. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup plus d'ouverture. On a embrassé beaucoup plus. C'est sur le plan économique, social, aussi bien dans le public que privé. L'État s'est engagé maintenant pour faire véritablement les choses et pour faire bouger les lignes. Vous avez vu non seulement les femmes, mais les féministes jubiler sur les réseaux sociaux et faire l'apologie ou l'éloge du président Talon pour avoir eu la volonté d'approuver les statuts, de consacrer cela et de le rattacher à la présidence. Parce qu'il le fallait. Il le fallait. Il le fallait. Parce qu'il est des dames qui ruminent des frustrations, tout le temps. Des violences et autres, sans pouvoir savoir à qui se confier, quelle suite donner à leur dossier, sans risque de représailles dans leur entreprise, dans leur structure et autres. Exactement. Et il faut dire, je voudrais ajouter que quand le président Talon avait, dans un pan de la Constitution, où avait argué comme argument que c'était également pour faire de la promotion de la femme qu'il fallait passer à la révision de la Constitution. Nombreux avaient ri. Il y trouve tout son fondement aujourd'hui à travers cet institut-là. Oui, mais à l'époque, tous les arguments étaient possibles pour aller quand même. Oui, d'accord. L'objectif. D'accord. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire tranquillement qu'il avait son chemin, qu'il avait sa ligne toute tracée. Quand il pose un acte de ce genre, indépendamment d'approuver, non seulement on est passé à l'approbation des statuts de l'Institut de la femme, mais on a élargi son champ d'activité désormais. Ah oui. Donc on lui a donné du contenu, véritablement. Donc c'est la preuve qu'il y a une volonté d'aller de l'avant et de vraiment faire les choses autrement. Donc on ne peut que saluer cela et espérons que les jours à venir, ce ne sera pas seulement
une approbation, mais qu'il y aura des actes concrets, des actions qui seront posées. L'Institut sera vraiment... Parce qu'il faut préciser, l'Institut est désormais aussi appuyé maintenant par doté, je dirais, d'un dispositif d'écoute. Exactement, rattaché à la présidente de la République, forcément. D'écoute et de suivi, il y a un numéro vert pour permettre aux dames maintenant de s'exprimer et d'être suivies par des spécialistes et par des juristes spécialistes du domaine. Vous savez, par le passé, cela n'existait pas. Et des dames étaient rongées par ce mal. C'est tout bénef, hein? C'est tout bénef pour la gente féminine au Bénin. Elles se battent, elles se démêlent tout le temps. Mais bon, elles n'arrivent toujours pas à porter leur combat comme elles le veulent. Il y avait des responsables bourreaux. Exactement. Tellement puissants qu'on ne peut se prononcer, qu'elles ne peuvent se prononcer. C'est un combat noble qu'elles ont toujours porté. Je crois qu'elles ont maintenant un canevas, un creuset qui leur permet de mieux faire, de mieux porter leur combat et de mieux se faire entendre. C'est tout bénéfice pour elles et je crois qu'elles doivent s'accrocher à cet instrument-là, à cet institut-là, pour mieux faire les choses dorénavant. Ça leur fait beaucoup plus de visibilité, et ça leur fait beaucoup plus de sécurité dans le combat qu'elles mènent. Et vraiment, elles ont maintenant la balle qui leur est jetée, la balle est dans leur camp et puis elles n'ont qu'à y aller. C'est à croire qu'elles sont les plus gâtées de la République, parce qu'en plus de la discrimination positive introduite dans la loi fondamentale toilettée, vient s'ajouter maintenant cette autre disposition, vient s'ajouter, je dirais, l'approbation des statuts on pourrait le dire, mais moi je dis que ce n'est pas grand chose. Et elles ont été toujours là pour nous, les hommes, qui avons tout, qui sommes les enfants gâtés de la République. C'est réciproque, nous avons toujours été là pour elles. Oui, d'accord, mais faire ce peu là pour elles, moi je pense que ce n'est pas vous appelez ça peu? Oui, il reste encore beaucoup à faire. Il reste encore beaucoup à faire en termes de promotion de la gente féminine et tout. Il reste beaucoup à faire au pays, beaucoup. Mais c'est déjà un pas. Je pense que cet institut va être peut-être un catalyseur et on pourra faire désormais les choses autrement, et avoir une toute autre vision. Et celles qui ont envie vraiment de faire ce combat-là, comme Angela Damata, qui s'y est mis depuis un moment, et qui fonce malgré tout ce qu'on dit et tout, je lui fais un coucou. Qui a été l'élément déclencheur. Exactement, qui a été l'élément déclencheur. Qui a pris le risque. Qui a été reçu par le chef de l'État. Au prix et qui a essuyé de son image, de sa carrière. Et tout ça, qui continue elle s'est risquée à tout. De se battre. Moi, je lui dis bravo, qu'elle continue. Et puis, elle a maintenant un tremplin. J'espère que... Elle s'est fait martyr en quelque sorte. Oui, c'est normal. De ce combat. Il le fallait. Et le combat a porté. Ou a commencé à porter. Elle a été toute joyeuse. J'ai lu sur sa page Facebook combien elle était contente. Quelle grande fut sa joie d'apprendre cela. Alors, changeons encore de chapitre, M. Rodrigue Adoko. Où en est-on dans la gestion de la crise sanitaire au Bénin? Que sait-on désormais du nombre de vaccinés, du nombre de cas guéris? C'est vrai que par le passé, sur le site officiel du gouvernement, il y avait une actualisation quotidienne. On nous faisait le point de nombre de malades, nombre de décès et autres. Mais depuis peu, voilà, on n'a plus ce suivi continu de la gestion de la crise. Mais c'est vrai que le porte-parole est monté au créneau il y a quelques jours pour préciser au détour, j'allais dire bien évidemment, du Conseil des ministres pour repréciser un peu à quel niveau en est le gouvernement dans la gestion de la Covid-19 au Bénin. Question difficile, actualité Covid, par ces temps qui courent, c'est plus difficile d'avoir des informations que par le passé. C'est comme vous l'avez si bien dit, par le passé, on avait... Juste au détour d'un clic sur son smartphone, on avait les chiffres exacts, on pouvait consulter quand on le voulait et tout. Mais ce n'est plus vraiment ça depuis un moment. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire par rapport à cette actualité. Et le Bénin, depuis un moment, a démarré la vaccination. Je crois que c'est depuis mars. Bien sûr. Depuis mars, nous avons démarré la vaccination. Mais quand vous observez de près, j'ai fait un tour encore ce matin sur le site du ministère pour voir à peu près combien de vaccinés nous avons déjà au Bénin. Ce n'est pas beaucoup. Nous sommes encore à 0,1%. C'est rien du tout, c'est presque rien. Et aujourd'hui, la lutte dans le cadre pour réduire la propagation du virus a connu une baisse. On n'est plus très rigoureux. Nous ne mettons plus les masques quand il faut, alors que nous avons dit qu'il y a un nouveau variant
qui est un nouveau variant qui est plus dangereux que l'ancien et qui, pour les informations que nous avons, est déjà présent sur notre territoire et qui frappe fort. C'est vrai que le gouvernement a pris une batterie de mesures pour que, dans les semaines à venir, la vaccination puisse se faire partout, puisse se rapprocher des citoyens, pour installer des centres dans toutes les communes et tout. Mais ça ne suffit pas parce que les gens sont réceptifs quant au vaccin. Et je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau pour exhorter la population. Réceptifs ou réticents Ils sont plutôt réticents à aller se faire vacciner, pardon. Oui. Ils sont réticents à aller se faire vacciner. Et il y a un travail énorme à faire pour exhorter les populations, pour expliquer, pour que les gens acceptent, même des cadres, même des intellectuels. Parfois, vous causez même avec des médecins qui vous disent, franchement, je ne saurais vous dire précisément, au regard de toutes les polémiques que cela engendre, au regard de tout ce que cela entraîne, je ne sais pas s'il faut vraiment aller faire la vaccination. Quand vous l'entendez de la bouche de médecins, comment vous, citoyens lambda, vous faites? Comment vous avez le courage d'aller vous faire vacciner alors que celui qui est censé vous encourager vous dit « Moi, je ne l'ai pas fait et je ne pense pas que je le ferai de suite. » Oui, mais il fallait qu'il soit rassuré lui aussi. Ben, exactement. Donc, à l'échelle mondiale... C'est à croire que tous les efforts du gouvernement, du ministre Benjamin Rompati, qui s'est fait vacciner accompagné de la ministre des Affaires sociales, Véronique Toye-Foli, est monté au créneau après, le ministre de la Santé, pour rassurer les citoyens sur la fiabilité de ce vaccin AstraZeneca, même si, au-delà des frontières du Bénin, ce vaccin a été sensiblement décrié. D'autres pays s'y sont même opposés, c'est interdit même d'usage dans certaines nations, je ne vous apprends rien. Exactement. Malgré ces efforts du ministre, le peuple reste méfiant. Oui, forcément. Quand vous avez des pays comme la France, qui ont des laboratoires, qui ont des chercheurs, qui peuvent certifier un certain nombre de vaccins, qui montent au créneau et qui crient, ben, il y a de quoi. Il y a de quoi que les populations, quand ils entendent cela, soient beaucoup plus méfiants et n'acceptent pas forcément d'aller se faire administrer tout de suite ces vaccins-là. Parce que vous faites administrer un vaccin et dans le même temps, il y a des pays qui vous disent, ben, si c'est ce vaccin-là que vous avez fait, nous ne vous donnons pas le visa pour aller chez nous. Bien sûr. Ça prête à confusion. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe exactement pour que ces pays-là en arrivent à refuser ces vaccins-là? Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Et nos autorités devraient beaucoup plus faire des efforts, ils devraient beaucoup plus travailler à sensibiliser et à exhorter les populations pour accepter le vaccin afin de réduire beaucoup plus, de réduire énormément cette pandémie-là. Parce que ce qu'elle fait, franchement, c'est énorme. C'est vrai, mais il y a les préjugés, il y a tout ce qui se dit autour de ces vaccins, hein, même si aujourd'hui chacun argue ou partage les accessions, les positions différentes selon que ce soit scientifique, selon que ce soit d'ordre socio-anthropologique, selon que ce soit, je dirais, de lecture sociale. Eh bien, ça dépend, hein, c'est le libre choix. Chacun lit l'actualité des vaccins à sa manière. Oui. Mais il y a que ces pays dits développés nous confortent aussi dans cette réticence, nous confortent quelque peu dans cette réticence. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord parce que regardez toute la polémique qu'a généré la fabrication de ces vaccins. Ça a été même argument contre argument entre chercheurs, entre médecins de haut niveau, entre spécialistes de vaccins et tout ça. Et pour finir, on nous a sorti des vaccins. Et malgré cela, qu'il y ait des pays dits développés ou de qui nous proviennent même ces vaccins-là, qui continuent de refuser, de croire que tel vaccin n'est pas de bonne qualité et que tel était beaucoup meilleur à tel, il y a forcément une polémique, il y a forcément un problème. Et cela crée franchement beaucoup de réticence au niveau du citoyen lambda. Monsieur Adoko Rodrigue, on va poursuivre notre émission. Nous avons encore un tout dernier point avant de conclure ce numéro de Dimanche politique. Vous savez, nous sommes à seulement quelques jours de la célébration de l'anniversaire de notre chère nation, de l'accession, j'allais dire, hein, à l'indépendance de notre chère nation, le Bénin. Qu'est-ce qui se fait jusque-là?
Avant de... Il est un détail. Il n'y aura pas de célébration festive. Exactement. C'est une évidence que tout le monde partage. Mais au-delà, mais en l'absence de cette célébration festive, qu'est-ce qui se fait? Mais avant de répondre à votre question, je voudrais ouvrir rapidement une petite parenthèse à l'endroit des autorités par rapport au Covid. Je voudrais savoir pourquoi, depuis que l'UEMOA a décidé de la conformité des prix des tests Covid, pourquoi est-ce que le Bénin, depuis, a du mal à se conformer? Et depuis quelques mois, tous les autres pays de la sous-région se sont conformés. Et ont harmonisé. Le prix a été harmonisé au niveau de l'UEMOA. C'est vrai que le porte-parole du gouvernement a tenté de justifier, je voudrais comprendre, de disculper quelque peu et de justifier la position du gouvernement. Qu'est-ce qui explique que pendant que tous les autres pays se conforment, parce que vous avez participé forcément au débat sur l'harmonisation du prix sous-régional. Un seul individu ou un seul pays ne s'est pas levé pour décider pour tout le monde. Ça a été décidé de commun accord. Moi, je voudrais comprendre et je voudrais savoir si les autorités nous écoutent, qu'ils essayent de nous expliquer pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le Bénin refuse de se conformer. Parce que c'est une question que beaucoup d'amis, beaucoup de compatriotes à l'étranger vous posent. Et quand ils arrivent... Et même des Béninois qui voyagent. On se pose beaucoup de questions. Donc, ils n'ont qu'à essayer de nous donner une réponse à cette question. Bon, venons-en aux questions des préparatifs, des festivités, de la fête de l'indépendance. Il a été dit clairement qu'il n'y aura pas de manifestation officielle. C'est une chose qui tombe bien sous le sens. Exactement. La raison principale, la Covid. Exactement, c'est normal. Parce que, en même temps, vous ne pouvez pas être en train de prendre des mesures pour éviter la propagation et accepter un défilé militaire. Encore que pour toute manifestation publique maintenant, la vaccination est exigée. Exactement. Même si ce n'est pas imposé à tout citoyen encore. Je voudrais savoir comment est-ce que les organisateurs du concert de Dadju vont s'y prendre ce soir. Pas seulement ce concert, mais de vous à moi, pour toutes nos organisations, nos funérailles et autres. Exactement. On devra maintenant se conformer à cette disposition, à cette décision du gouvernement. Je pense qu'il le faut. Vous avez parlé d'anticipation tout à l'heure. Il faut anticiper sur ces choses-là. Si nous pouvons éviter, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les efforts qu'il faut? Encore que ça ne nous coûte rien de faire les efforts. Donc, la raison principale évoquée, c'était le Covid, la pandémie du Covid. Mais indépendamment du défilé militaire et tout, de manifestations officielles, je pense quand même que traditionnellement, le dépôt de gerbes et un certain nombre de choses se feront par le chef de l'État. Naturellement. C'est une obligation. On ne peut pas passer sous silence la fête de l'indépendance du pays. Donc je crois que quelque chose se fera quand même dans ce sens. C'est juste qu'on n'aura pas droit aux manifestations habituelles, officielles. Voilà, donc on ne peut que saluer cela, hein. C'est bien réfléchi et ça fait également des économies pour le pays. Il faut dire aussi, je ne sais pas, c'est l'autre volet, je dirais, amélioratif de la Covid, même si ce n'est pas à souhaiter. Exactement. Parce que la Covid imprime, je dirais, un rythme de sobriété à toute autre manifestation. Parfaitement. Et c'est bien. C'est tout bénef. C'est vrai que tout n'est pas mauvais dans la crise. Hein. Et depuis un moment, toute cette période de crise que nous avons traversée là, c'est vite fait, bien fait les enterrements. Ça n'induit pas beaucoup de coûts. Parce qu'il n'y a pas les réceptions fastueuses que nous avons l'habitude de faire. Pompeuses. Comme on dit, il y a quelque chose de malheur. Bon. C'est terminé pour ce numéro de Dimanche Politique Rodrigue Adokou. Ainsi va le Bénin. Cette semaine, nous avons passé en revue différents sujets. La cherté de la vie, la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Togo, et les nombreux dossiers devant. La criette. On a évoqué le dossier Anatif, c'est la Yeto, le dossier de l'affaire domaniale qui secoue la commune d'Abomey-Calavi et les affaires Rekia Madougou et du professeur Joël Aïvo et autres. L'approbation des statuts de l'Institut national de la femme et le point de la gestion de la Covid-19 au Bénin. Et la préparation, et si préparatif il devait y avoir, encore qu'il n'y aura pas fait. Donc c'est à croire que tout est géré de manière sobre. Dépôt de GEM, un mot, je dirais le discours de la veille du chef de l'État, l'annonce du chef de l'État, et ça va se résumer, ça ne va se résumer qu'à ça. Monsieur Rodrigue Adokou, merci. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et observateur de la vie politique. Vous fûtes par le passé
journaliste. Exactement. Merci à vous aussi. Et ça a été un véritable plaisir de faire le tour d'horizon de l'actualité politique ici au Bénin avec vous. Et ce sera un plaisir de revenir sur vos plateaux. Mais c'est chez vous. C'est chez vous. Merci. Merci. Bon dimanche. On se donne rendez-vous dans une semaine.